Eh ben, salut les amis, bienvenue dans cet épisode du Choucroute Garage où on retrouve, vous le connaissez maintenant, c'est Lucien. Et Lucien, aujourd'hui, conduit la voiture de son frère, qui est un Iniro. De 2019 du coup. De 2019, donc en finition design. Merci à Mathieu de nous avoir prêté sa voiture pour vous la présenter et parler en fait de cette alternative électrique chez Kia qui est plutôt intéressante. Et pour ça, je vous propose qu'on aille faire un tour au studio et je vais vous raconter l'histoire du Niro. Allez, c'est parti. Nous voici maintenant au studio et on va mettre en perspective ce Kia Iniro. La structure juridique et financière de l'entreprise sud-coréenne détermine sa spécificité commerciale et stratégique. En effet, le groupe Hyundai est un groupe privé, donc non coté en bourse, et il est détenu par une seule famille. On retrouve la structure de ce qu'était une entreprise comme Peugeot ou Michelin avant la Seconde Guerre mondiale. Hyundai a racheté Kia en 1997 alors que ce dernier était en grande difficulté. Aujourd'hui placé entre la 3e et la 4e place mondiale, le conglomérat Kia Hyundai autofinance sa croissance et ses investissements en termes de recherche et développement. Et ça, c'est très important. Comme ses dirigeants n'ont aucun besoin de redistribuer des dividendes et que la valeur des parts sociales n'est pas volatile sur un marché comme la bourse, ils ont plus de liberté pour investir dans des innovations. C'est ainsi qu'en quelques années, on a vu apparaître les premiers moteurs diesel fait maison dans les deux marques, les premières hybrides avec la Ioniq et le Niro, puis des électriques avec la Ioniq de nouveau et le Kia Soul-EV, voire un modèle à hydrogène comme le Nexo de chez Hyundai. Les deux constructeurs ont standardisé leur motorisation et leur plateforme, tout en individualisant la production de ces modèles. Les Kia et les Hyundai sont en effet rarement produites dans les mêmes usines, même si elles partagent pas mal de composants. Chez Kia, Niro est le produit qui teste toutes les alternatives de la mobilité électrique. Toujours garanti 7 ans ou 150 000 km, quelle que soit la version, il est proposé en hybride classique, en hybride rechargeable et en électrique pur. Et c'est ce dernier dont nous allons parler avec Lucien. Le Iniro a été présenté fin 2018, reprenant l'ensemble mécanique du grand frère Hyundai Kona, sorti quelques mois auparavant. Si ces caractéristiques techniques sont identiques, le fournisseur de la batterie est SK Innovation contre LG Chem pour le Kona. La technologie prismatique incluse dans des poches polymères est toutefois similaire avec le même système de refroidissement liquide. La différence de fournisseur est simplement pour avoir plus de batterie. Si vous vous demandez ce qu'est la technologie prismatique, je vous invite à aller voir mon épisode sur la fabrication des cellules de batterie lithium-ion que je vous mets dans la description et dans les fiches. Selon son constructeur, le Iniro doit combiner l'espace d'un SUV familial et l'efficience d'une voiture électrique. Vendu à plus de 250 000 exemplaires dans le monde, toutes versions confondues, le Niro représente à sa sortie le produit le plus innovant de la gamme sud-coréenne. D'une autonomie de 455 km, le Iniro doit permettre de voyager sans souci et de recharger sur des bornes à 100 kW. Grâce à la norme européenne Combo CCS. Le Iniro se différencie de ses homologues hybrides par une calandre pleine et des liserés bleus spécifiques à cette version. À l'intérieur, la commande de vitesse est rotative, elle est simplifiée par rapport à la version hybride puisqu'il n'y a pas de boîte de vitesse. Donc, il n'y a pas de commande mécanique à faire. Le menu de l'ordinateur de bord permet de suivre la consommation, l'autonomie, tout en ayant quelques spots de recharge indiqués sur le GPS. Le Iniro marque une évolution face à la Ioniq par exemple, car son interface simplifiée déroutera moins son utilisateur, même s'il vient d'une automobile thermique. Le client Kia ne sera pas perdu en retrouvant les commandes et habitudes du Niro hybride, avec en plus une autonomie proche de celle d'une voiture traditionnelle. S'il est proposé en 39 kWh, je n'en ai jamais vu et il ne s'en est apparemment pas vendu un seul en France en 2019. En 2020, le modèle a un peu évolué avec en option un chargeur triphasé de 10,5 kW et un nouvel écran avec une application qui permet de contrôler la voiture à distance. Il a également reçu de nouveaux feux arrière à LED et son tarif a augmenté à cette occasion de 500 €. Voilà, vous savez une grande partie de ce qu'il faut savoir sur le Niro électrique. Je vous propose qu'on retourne voir le côté pratique et comment Mathieu et Lucien perçoivent ce Iniro. Retour dans la voiture. C'est parti. Lucien, quel est l'usage que fait Mathieu de sa voiture? Alors un usage assez simple en fait, il fait des allers-retours travail, donc il se situe à 5 km de chez lui, donc du coup l'autonomie de cette voiture ne sert pas à grand chose, mais après il s'en sert également pour faire des sorties à Colmar, à Strasbourg, enfin
comme tout un chacun en fait. Ok, donc il a pas spécialement, il roule pas spécialement Il n'a pas spécialement besoin de faire des longs trajets, mais elle va me permettre à moi d'en faire parce que du coup je peux lui emprunter. Et c'est bien pratique parce que ma Ioniq, parce que j'ai une Ioniq du coup de 28 kWh, ceux qui suivent les vidéos de Choucroute de Garage le savent, et je ne peux faire que 200 à 250 km, et il s'avère que là quand il s'agit de faire 400 km, cette voiture est bien plus pratique parce qu'on peut ne charger qu'une seule fois et en faire du coup 600 ou 700 km, et ce qui est vraiment fabuleux, alors que la Ioniq pour faire 700 km ça représente plutôt 5 recharges quoi, ou 4-5 recharges disons. Tu m'as raconté tout à l'heure que vous étiez en week-end à Amiens. À Amiens, ouais, c'est ça. Alors raconte-moi un petit peu pourquoi vous avez pris cette voiture-là plutôt que la Ioniq. Alors c'est simple, il existe un site qui s'appelle Better Route Planner qui m'a permis de planifier le voyage, et j'ai fait une simulation avec la Ioniq et ça m'a permis de constater qu'il fallait que je fasse 3 charges pour y accéder. Et sur les 3 charges qui avaient été possibles, il me semble qu'il y avait une borne en panne et j'avais aucun plan B de prévu, c'est-à-dire que si j'arrivais sur la borne en question et qu'elle ne marchait pas malheureusement, je me retrouvais à charger sur une borne T2 à 7 kWh, ce qui représentait 3 à 3h30 de charge sur une Ioniq, ce qui n'est juste pas possible sur un long trajet. Alors qu'en Niro, en une charge c'était réglé quoi, et puis c'était plutôt serein quoi. Oui, parce que du coup tu pouvais la recharger un petit peu avant la mi-trajet et puis avoir un plan B éventuellement, parce que finalement c'est ça qui est le plus important, c'est l'histoire du plan B. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a fait je crois 300 km en un coup, et on est resté je crois 200 ou 300 pour aller à Amiens. D'accord. Et après 300 km on a fait un arrêt de 45-50 minutes pour la recharger, mais on s'est arrêté un peu plus longtemps parce qu'on mangeait. Mais voilà, on y retourne à la voiture, elle était pleine et on est reparti tranquillement quoi. C'est très important ce que vient de nous dire Lucien, c'est que voilà exactement pourquoi une voiture à grande autonomie est intéressante. C'est-à-dire que une voiture à petite autonomie peut suffire, mais il faut s'en occuper. La Ioniq est sûrement une des voitures les plus efficientes et les plus sympas pour quelqu'un qui s'y connaît et qui aime la voiture électrique. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'automobile et qui veut quelque chose de pratique, il pourra pas prendre une Ioniq. Parce que justement, il va se retrouver le bec dans l'eau plus d'une fois parce qu'il s'y intéresse pas, qu'il préparera pas son trajet, alors que avec un Niro, il aurait pu s'en sortir autrement et de manière beaucoup plus sympa. Je suis un poil moins catégorique que toi, dans le sens où il s'avère que c'est juste en France que ça marche, que tu dis. Parce que si tu habites en Allemagne, sachant qu'il y a des bornes tous les 50 km, le problème se pose beaucoup moins quand même. Le problème en France, c'est juste le maillage des bornes en fait. Absolument. Si ce problème était résolu, une Ioniq conviendrait, mais totalement pour tout le monde à faire des grands trajets. Parce qu'en fait, ma Ioniq sur une borne rapide charge en 20 minutes quoi. Donc globalement, même si on doit s'arrêter 2 à 3 fois plus qu'en Niro, sur les temps de charge, ça ne change rien. Absolument. Et là, tout à fait, tu mets un point très précis que j'oublie souvent de préciser, c'est que tout ce que je vous dis, ça concerne la France. En étant frontalier, en fait, on a accès au réseau, par exemple en Allemagne, et moi je suis toujours très très surpris par le fait que on voit des gens qui se baladent avec des Leaf, on voit des gens qui se baladent avec des Zoé, qui se baladent avec des Ioniq, et qui nous disent, nous on n'y connaît rien en voiture électrique, on s'arrête, on charge. Ah, mais il y a des bornes partout en fait. Donc il y a des plans B, des plans C, des plans D. Donc si une borne ne marche pas déjà, il y a toujours une solution. Mais en plus, elles fonctionnent les bornes. C'est pas comme chez nous. C'est ça. Il y a de l'entretien, de la maintenance là-bas. Quand on arrive sur une borne, ça fonctionne. Chez nous, ça bug. Faut relancer la charge. Faut regarder quelle carte marche avec quoi. Il y a également l'histoire de l'attitude des utilisateurs. En Allemagne, on constatera que beaucoup de gens vont brancher leur voiture, dès qu'elle est chargée, ils vont la débrancher. Ou ils vont se mettre une alerte pour débrancher. Alors déjà parce que la police est relativement agressive quand on respecte pas les règles. Mais à côté de ça, l'Allemand a également toujours à l'idée que s'il veut que le système fonctionne, s'il cautionne le système, eh bien il va faire en sorte de tout faire pour que ce soit agréable pour tout le monde. Et que s'il veut que ce soit agréable pour lui, eh ben autant qu'il fasse les efforts pour être agréable aux autres. C'est vrai. Et pour appuyer ce que tu viens de dire d'ailleurs, j'étais à un Lidl à Fribourg il n'y a pas si longtemps que ça, et il s'avère que devant les bornes de charge électriques, il y a
y a un genre de radar qui regarde la plaque d'immatriculation. Et si tu restes dessus plus d'une heure, t'as un PV. D'accord. Donc c'est assez violent quand même. Hein. Alors moi je trouve ça sympa parce mais je trouve ça bien aussi en fait. Après c'est sûr que ça va impliquer forcément une certaine perturbation de la liberté. De toute façon je vous ferai une vidéo sur la recharge, les problèmes liés à la recharge, etc. Ça c'est prévu. D'ailleurs cette vidéo avait déjà été tournée, montée, finie, uploadée sur YouTube et je l'ai effacée. Parce que j'ai eu peur de la polémique. Mais je me suis dit qu'il faut quand même que je la fasse. Donc je vais la réécrire, la retourner d'une manière différente pour ne pas vexer ou blesser qui que ce soit. Même si je sais que ça va poser, il y aura des commentaires assez agressifs. Mais en même temps, voilà, finalement je suis prêt à l'assumer parce que je pense que c'est très très important de comprendre les enjeux. Tu vois, on est parti pour parler du Niro. Pour moi, on ne parle pas. Et on dérive complètement. Alors, je vous le dis tout de suite, cette voiture, en ce qui concerne les données techniques, etc., vous avez dû comprendre dans mon petit explicatif que je la connais comme ma poche. Parce que, en fait, cette voiture, c'est la copie conforme de ma voiture de service pendant 6 mois, les 6 derniers mois où j'ai travaillé chez Kia. Donc cette voiture-là, je la connais en long, en large, en travers. Par contre, forcément, étant un ancien professionnel de l'automobile, j'ai forcément des ressentis qui seront différents. Je m'adapte très vite à une voiture. Et j'ai quand même envie de demander à Lucien quel est son ressenti par rapport à cette voiture, par rapport à la sienne, ce qu'il trouve de mieux, ce qu'il trouve de moins bien. Dis-moi Lucien. Bon, moi déjà, de base, j'ai un petit peu de mal avec les SUV. Déjà, je préfère tout ce qui est berline et compact, etc. Maintenant, si on enlève le fait que c'est un SUV, on est confortable dedans. Enfin voilà, ça ressemble plutôt plus ou moins à ce qui se passe en thermique. Hein. Ça, y a rien de trop farfelu. On s'y retrouve très facilement. Donc pareil, elle est très bien équipée. À peu près, c'est comme la Ioniq en fait. C'est très similaire. Hein. On a le régulateur adaptatif, pareil. Puis toutes les options qu'on retrouve sur une voiture thermique classique finalement. Sauf que c'est 100% électrique. Hein. Oui, enfin en même temps, c'est vrai que passer de Kia à Hyundai, c'est la même gamme quoi. C'est le même constructeur. Ouais, hein. C'est ça, c'est coréen. Ouais. Et en termes de tenue de route par rapport à la Ioniq, etc. Alors vu qu'on est moins collé au sol, j'ai envie de dire que c'est un peu plus, on sent plus les virages quoi. Mais après, elle a beaucoup plus de pêche aussi quoi. La tenue de route, je trouve que c'est assez similaire. Hein. De toute façon, c'est très agréable à conduire. Hein. Ça a de la pêche, ça tient bien la route. Il y a les assistants de maintien de voie aussi également. Quand on roule à plus de 60 km/h qui s'enclenchent. Et non, c'est... Est-ce que tu as l'habitude de l'utiliser plutôt en mode éco, en mode normal ou en mode sport? Alors la mienne, plutôt en normal. J'utilise le mode sport quand vraiment j'ai envie de dépasser et c'est agréable d'avoir la pêche. Celle-ci, on peut l'utiliser à mon avis en mode éco facilement parce qu'il y a quand même 150 chevaux, je pense, qui répondent tout de suite. Et sachant qu'elle peut aller jusqu'à 204 chevaux quand même. Hein. C'est ça. Moi, je l'utilisais souvent en mode normal, plutôt qu'en mode éco. Parce que je me suis rendu compte que les consommations n'étaient pas très différentes. Ouais, c'est identique, ouais. Et en mode sport, par contre, je l'utilisais pas trop parce que le train avant, il se laisse un peu dépasser assez rapidement. Ça, c'est un vrai problème. Et j'avais testé le Kona à l'époque, justement, avec le gros moteur, pareil que le 204 chevaux. Ouais. Mais ça patine sévère. Hein. Ça patine. Ça part dans tous les sens. Quand on veut faire un 0 à 100 et qu'on compare avec le pied plancher, d'abord, ça patine. Par contre, ce que moi j'avais trouvé super bien à l'époque, c'est que elle a de très bons freins. Ouais. Elle a une bonne régénération, la possibilité de régler la régénération avec les palettes au volant et de pouvoir pré-régler. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tout un menu où on peut pré-régler en fonction du mode de conduite. C'est vrai que les palettes au volant, c'est vraiment une bonne idée. Niro, c'est une voiture familiale. C'est 4 adultes, c'est 0 problème pour aller en week-end. Ou 2 adultes, 2 enfants, vous partez en vacances. Limite, même sans remorque et sans coffre de toit, si vous êtes un petit peu sage dans les bagages. Sans remorque, elle n'est pas autorisée. Hein. Je m'étais rapproché du service homologation de chez Kia en 2019, au moment où on a parlé des nouveaux modèles. Et le gars m'avait répondu, écoutez, on y pense à faire homologuer pour tracter. Mais pour l'instant, ce ne sera pas le cas. Parce que
ça coûte extrêmement cher et qu'ils ne le feront que si ils ont suffisamment de volume de vente possible. Voilà. Enfin, en tout cas, voilà, en montagne, c'est bien. Sur autoroute, toi qui as été jusqu'à Amiens avec... C'est très bien aussi, hein. C'est confortable, on n'entend pas le bruit du moteur. Ça consomme quand même, hein. Sur autoroute à 130, je crois que ça fait du 22 kWh. Voilà. Alors ça, c'est l'inconvénient du SUV. Si on part, admettons, du principe qu'on fait du 16 kWh au 100, ça fait quand même 400 bornes d'autonomie. Parce que 16 x 4, 64, c'est ce qu'elle a de boîte. Ouais, après, en gros, c'est 16,5. Quand je l'avais en voiture de service, souvent, effectivement, je rentrais le soir par l'autoroute, mais le matin, je prenais la nationale. Et je descendais à 12,5. Hein. Ah ouais, bien sûr. Ouais, sur nationale, oui, bien sûr. Ça a été quoi l'argument qui a fait changer Mathieu? Pour le Niro en électrique, déjà le silence, la conduite, l'entretien, le fait que ce soit neuf, moderne, etc. Les coûts à la recharge. Ouais, donc lui, il aurait peut-être pas pris la Ioniq alors. Je pense pas, non. Je pense pas, parce qu'il c'était un tape-cul en fait, un peu plus que celui-ci, quoi. Alors Lucien, comme on vient d'évoquer la mécanique, tu as soulevé un point et vas-y, je t'en prie. Donc le e-Niro de Mathieu en fait est une version française. Donc il s'avère que dans ce modèle-là, il n'y a pas de pompe à chaleur, alors que s'il l'avait acheté maintenant en Allemagne, sur la même finition, la pompe à chaleur était dedans. Et il faut savoir quand même qu'une pompe à chaleur c'est intéressant dans le sens où ça permet de consommer moins, donc ce qui est cool de ce côté-là. Et pareil sur la finition premium. Il me semble qu'il n'y a pas les sièges ventilés non plus si vous l'achetez en France, alors que dans la finition allemande, vous l'avez. Absolument. Et on ne sait pas pourquoi Kia a procédé ainsi. L'argument du service commercial, quand je leur avais posé la question, c'était de dire en France, on n'a pas besoin de la pompe à chaleur étant donné les différentes températures qu'on va rencontrer, alors que dans le nord de l'Allemagne, effectivement, la pompe à chaleur se justifiait. Voilà, cette revue du e-Niro est finie. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, un pouce bleu est toujours apprécié. L'espace commentaire est ouvert à vos questions et remarques constructives et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite notification, la petite cloche, en cliquant toutes les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos prochains épisodes et en plus, vous améliorez le référencement de la chaîne. Le e-Niro a dévoilé de belles qualités et démontre qu'il peut s'adapter à toutes les situations et tous les usages, sans pour autant choquer un acheteur qui découvrirait la voiture électrique pour la première fois. Et c'est bien ça la plus grande force de cette auto. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse avec quelques belles images du e-Niro de Mathieu. Un grand merci à lui de nous avoir prêté son auto et un immense merci à Lucien de nous l'avoir présenté. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Je vous souhaite bonne route, portez-vous bien. Ciao! Depuis quelque temps, YouTube préconise la mise en place de coupures publicitaires, simples ou multiples, dans les vidéos. Ceci doit permettre aux créateurs de gagner plus d'argent et donc d'investir pour faire de meilleures vidéos et d'en faire plus. Je pense qu'il est possible de faire aussi bien sans ce désagrément. Vu que 60% des personnes regardant les vidéos ne sont pas des abonnés, le fait de s'abonner va permettre à la chaîne de développer son audience et son référencement. Si vous souhaitez que je continue à faire des vidéos sans coupure, merci de vous abonner et cela évitera d'avoir recours à ce type d'artifice pour pouvoir continuer à investir dans la production de ces vidéos. Merci d'avance.